Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, c'est parti pour tout le monde. Alors, bonjour, bienvenue à cette quatrième conférence. A priori, peut-être que d'autres seront prévus dans les jours qui viennent. On a besoin de sujets supplémentaires, puis on verra si le confinement se prolonge ou pas. Avant d'attaquer le dernier sujet qui est le gainage, je voulais faire un rapide petit rappel des trois premières séances qui ont eu lieu. Dont l'idée générale était de dire sur la première, c'était de se dire est-ce que la longe est un outil indispensable à la pratique en sécurité d'apnée en profondeur. Et on a eu la démonstration que jusqu'à une profondeur d'environ une cinquantaine de mètres, ce n'était pas indispensable. 50-60 mètres, ce n'était pas indispensable. Et que éventuellement, ça pouvait s'avérer être anxiogène. Donc c'est pour ça que j'invite de mon côté à ne pas systématiser la longe, et en tout cas dans mon cas, à ne pas l'utiliser du tout jusqu'à au moins une cinquantaine de mètres de profondeur, voire 60 si on est assez à l'aise. Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était de dire qu'il ne fallait pas écouter ses sensations pour déterminer la fin de son apnée, puisque très régulièrement, on faisait un amalgame entre réflexe d'apnée, réflexe d'immersion, réflexe mammifère, et le fait qu'on puisse se dire qu'éventuellement, effectivement, si, c'est l'enregistrement. Voilà. Bon, c'est un vieux message, excusez-moi, que je viens de lire que maintenant. Donc, je disais qu'on peut confondre ces sensations avec le fait de dire tiens, est-ce que j'ai un indicateur qui peut me dire que je dois sortir? Donc, tout ça, on rappelle que, alors aujourd'hui, les indicateurs pour dire c'est le moment de sortir, genre j'ai une sensation ici ou là ou quoi que ce soit, eh bien, on n'en connaît pas de sensation physique, puisque souvent, enfin pas souvent, systématiquement, on fait l'amalgame avec un réflexe d'immersion. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à l'écoute de certaines choses pour déterminer sa sortie. Et donc, comme moi, je me sers de trois indicateurs. Un, c'est est-ce que j'ai envie de rester? Parce que mine de rien, devoir chercher à être bien dans toutes ces sensations, c'est pas toujours facile. Ça demande énormément de concentration. Et donc, ça demande énormément d'énergie, notamment l'énergie mentale. Et c'est pas toujours facile d'avoir cette énergie mentale-là. Donc, un, est-ce que j'ai envie de continuer? Voilà, c'est la première question. Est-ce que j'ai envie d'affronter encore ces sensations et de les vivre bien? D'accord. Donc, la première chose, c'est l'envie. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je suis capable de garder un état d'esprit positif? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dit que ce qui était vraiment destructeur, c'était la libération d'adrénaline, et que si jamais je suis dans un état de peur, d'angoisse, de stress, d'euphorie, si dans ma tête commence à cogiter un certain nombre de choses négatives, obligatoirement, je vais créer de l'adrénaline. Cette adrénaline va me faire augmenter mon rythme cardiaque, mon débit sanguin, etc., etc. Et donc, ça me fout en l'air tous mes réflexes mammifères. Donc, je suis en train de sortir de mon mode apnée. Donc, ça veut dire que soit je suis toujours en train de prendre du plaisir dans ce que je suis en train de faire, et donc je reste, soit je ne me sens pas bien, et donc je sors. Et puis, le dernier indicateur, c'est de dire est-ce que je suis capable de continuer assez rapidement à faire un check de mon corps et me dire ok, je suis toujours détendu des chevilles, des mollets, des fesses, des épaules, de la mâchoire, de la langue, des abdominaux, etc. Ou est-ce que quand je touche et que je contrôle, je me rends compte que je suis tendu et pour autant, je voudrais une palette et je le suis quand même. Ça, ce sont les trois indicateurs qui font qu'à un moment donné, je dois sortir, même si malheureusement la performance n'est pas très élevée, parce que du coup, le but, c'est de réapprendre à faire une performance meilleure sans que ces choses-là apparaissent. On rappelle que plein de compétiteurs de très haut niveau sortent avec des performances de ouf, avec le sourire complètement détendu, complètement relax. Donc, ce n'est pas un indicateur de réussite, qui est de dire est-ce que j'étais capable de résister, de tenir. Voilà, ça c'était le deuxième sujet. Ça répond à une des questions qu'on m'a posées juste auparavant. Le troisième sujet qui était de dire qu'est-ce qu'il y en a en matière de lestage? Est-ce qu'effectivement je dois peu me lester, ce qui aurait tendance à me sécuriser ma remontée, et auquel moi je disais non, il vaut mieux se lester un peu plus pour pouvoir faciliter sa descente et par conséquent sécuriser l'ensemble de son apnée, et que diminuer son lestage était plutôt l'apanage des gens qui ont un très fort niveau, et avec certitude, il ne faut pas commencer en diminuant son lestage. Éventuellement, avec l'expérience, vous le diminuerez, mais au départ, c'est une véritable erreur tactique et technique et physique que de chercher à diminuer son lestage et de copier ce que font les grands. Et vous aurez une appli qui sera globalement beaucoup plus sécurisée si votre descente est facilitée, sachant que dans la majeure partie des cas, en plus, votre difficulté est plutôt à la descente et non pas à la remontée. Voilà. Donc ça, c'était le balayage de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Maintenant, autre idée reçue que je veux essayer de travailler, c'est l'idée du gainage. Alors, avec certitude, bonjour au nouveau, tiens, salut Vincent, salut MacBook PG, Philippe.
Est-ce que je peux vous inviter simplement pour le flux Internet de tout le monde à couper votre vidéo, juste pour qu'on puisse conserver, qu'il n'y ait pas trop de flux Internet et que ça perturbe l'enregistrement comme D'accord, Pascal. c'est difficile. Si vous pouviez ne pas hésiter à couper vos vidéos, ça évitera que ça crée des perturbations dans le cadre de la conférence. Merci. Ok, merci pour les rappels. Voilà. Alors, le gainage. Le gainage, j'aimerais dissocier deux phases avant de parler de gainage. Vous avez en apnée, que ce soit dynamique ou profondeur, des phases immobiles. Je vous explique par là que en dynamique, très rares sont ceux qui ont ce qu'on appelle une nage permanente. Et d'ailleurs, a priori, dans notre discipline, c'est plutôt pas préconisé. Ça pourrait être le sujet d'un débat si vous voulez. En tout cas, on va dire que en dynamique, à part si on fait de la vitesse du 750 ou des choses comme ça, mais si on fait de la longueur, que ce soit en sans palme ou avec palme, on a une phase importante où on est dans de la glisse. Quand on est en profondeur, on a une phase importante où on est dans de la coulée. Donc j'aimerais qu'on dissocie l'approche du gainage déjà de cette phase statique et de la phase dynamique. Je vais commencer d'abord par cette phase statique. La phase statique, qu'elle soit en période de glisse, qu'elle soit en apnée statique a fortiori, ou qu'elle soit en free fall, en coulée, le gainage, quel est le problème? On va avoir, que ce soit en dynamique ou en profondeur, nos poumons vont vivre. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, on va ressentir le besoin d'expirer, des contractions, l'expiratoire. On va ressentir plein de sensations et quelque part, on va devoir faire face au fait que certains réflexes vont devoir se passer au niveau des poumons qu'on va devoir contrôler pour éviter que ce soit trop violent, notamment en termes de space et de contraction quand on est en dynamique. Et quand on est en profondeur, nos poumons, eux, vont en plus chercher à diminuer en volume. Enfin, ils ne vont pas chercher, ils vont diminuer en volume, avec certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est lié à la profondeur. Donc, nos poumons vont chercher à diminuer. La difficulté, c'est que nos poumons, ils n'ont absolument aucun muscle autour d'eux, enfin, aucun muscle en eux. C'est complètement entouré par des muscles, par une cage thoracique, etc. Et donc, du coup, c'est complètement mobilisé par notamment les muscles intercostaux, on va résumer ça comme ça, et les muscles diaphragmatiques et abdominaux. Je fais vraiment un résumé grossier, mais c'est pour expliquer qu'effectivement, ici, devant, derrière, ça va bouger, ouvrir la poitrine et baisser la poitrine. Et puis, avec le diaphragme, je vais inspirer. Avec les abdominaux, parce qu'ils vont venir écraser les poumons, je vais venir expirer. D'accord? Au cas où il y a un doute, c'est comme ça que ça fonctionne. Le diaphragme, c'est pour, en descendant, mettre de l'air. Et parce que mes abdominaux vont se contracter, ça va écraser mes poumons et ça va faire sortir de l'air. D'ailleurs, vous pouvez constater que c'est exactement ce qui se passe quand vous parlez. Vous expirez et du coup, vos abdominaux se contractent, les muscles thoraciques se contractent pour que de l'air sorte, croise les cordes vocales, croise langue, lèvres, etc. et que ça forme des sons. Bon. Donc, du coup, avec certitude, tout ça va bien vivre. On a quand même globalement une partie du dos qui est très sollicitée dans notre activité et qui, du coup, est rarement ou très difficilement pas sollicitable dans nos pratiques. Mais avec certitude, si je suis immobile, normalement, tous mes muscles devraient être détendus. Au moment où je vous parle, vous êtes assis dans votre fauteuil et vous pouvez vous-même tester votre gainage. Vous allez sentir qu'effectivement, je peux éventuellement être dans une posture où mes abdominaux sont tendus. Mais je peux aussi tout à fait me tenir dans cette posture-là sans être tendu. C'est-à-dire que je peux tout à fait me tenir droit sans avoir de gainage du tout au niveau abdominal. J'insiste là-dessus parce que, bien entendu, si vous êtes complètement mou, vous allez vous effondrer. On est d'accord, on ne peut pas tenir droit en étant correctement mou. Mais par contre, on peut libérer des zones, et notamment libérer la zone abdominale, pour permettre à la poitrine de s'écraser, et notamment au diaphragme de remonter. Je suppose que certains d'entre vous savent faire la remontée de leur diaphragme. Ce qui est certain, c'est que la remontée du diaphragme est beaucoup plus facile lorsque les abdominaux sont détendus. Si vous n'avez pas à le faire, vous inviterez à apprendre à le faire. Vous verrez qu'en apprenant à le faire, l'une des bases que l'on apprend pour remonter son diaphragme, c'est d'avoir ses abdominaux détendus. Donc ça veut dire que si on souhaite que notre cage thoracique soit plus souple et que le volume de nos poumons puisse être plus facilement écrasé
par la profondeur ou simplement par les contractions liées à l'envie d'expirer qui apparaît à un moment donné, et que tout ça puisse vivre sans créer de douleur, il est important dans les phases immobiles d'être très, très, très détendu du ventre. En phase de coulée, très, très détendu du ventre. En apnée statique, très, très détendu du ventre. En apnée dynamique, dans les phases immobiles, très, très détendu du ventre. Ça vous permettra de plus facilement vivre vos apnées. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la phase dynamique? Est-ce que je peux palmer? Est-ce que je peux tracter une corde, par exemple en animation libre? Est-ce que je peux brasser en étant dégainé? C'est-à-dire en n'étant pas un tronc complet. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que je vous inviterai à essayer de chercher à faire des exercices en ayant le diaphragme remonté, en ayant les abdominaux détendus. Et vous verrez que vous allez être obligé de solliciter d'autres zones musculaires. Je m'explique. Vous pouvez tout à fait prendre une barre comme ça et tirer vers vous avec le gainage complètement verrouillé, d'accord, à l'équivalent d'un mouvement de bras, par exemple. Vous pouvez lever une jambe avec le gainage complètement tendu et naturellement, j'élève une jambe, tel un coup de palmage et effectivement avoir le pilier du ventre qui est le point de départ du mouvement. C'est-à-dire, je me tiens là pour faire ma brasse, je me tiens du ventre pour faire mon coup de palme. C'est possible. Mais vous pouvez aussi complètement apprendre à travailler avec ces mêmes mouvements-là en sollicitant d'autres muscles au niveau du dos notamment, qui vont permettre de complètement détendre la zone abdominale. Vous pouvez le faire simplement en vous attrapant à quelque chose ici, là, comme je suis en train de le faire là, par exemple, et dire forcément, je me porte dessus, mon gainage, il est tendu, c'est une posture, une habitude quand je le fais. D'accord. Mais est-ce que je peux détendre complètement mon ventre et finalement continuer à tirer? Eh bien, je vais solliciter d'autres muscles du dos, je vais solliciter d'autres muscles au niveau notamment du bassin quand je vais palmer, mais il est parfaitement possible de palmer et brasser et tirer en immersion libre en ayant le ventre détendu, simplement en sollicitant le dos. Je reviendrai après sur la monopalme. Ça veut dire que clairement, je peux solliciter des zones musculaires autres que le ventre pour assumer mon geste. Et a priori, ça va avoir comme avantage de pouvoir toujours laisser. Je ne sais pas qu'il y a eu un problème de micro, mais j'espère que ça va mieux. J'espère, on peut avec certitude solliciter chacun de ces gestes en ayant le ventre détendu. Et si j'ai le ventre détendu, ça veut dire qu'une partie importante de mes poumons peut continuer à vivre sans avoir de contraction, sans avoir de crispation, sans avoir de tension. Et donc, en profondeur, s'écraser dans le confort. Et en dynamique, vivre les sensations d'envie d'expirer, notamment qui sont très peu présentes en profondeur, qui sont beaucoup plus présentes en piscine, avec beaucoup plus de confort, parce que justement, vous aurez libéré une grosse zone de la ceinture respiratoire des poumons. Donc, ça va demander effectivement à changer ses appuis, ça va demander effectivement à changer ses habitudes. Mais je vous rappelle une chose, c'est que l'habitude du gainage est liée au fait qu'on a un point d'équilibre sur Terre parce qu'on est debout et qu'on est droit, et que dans l'eau, le point d'équilibre n'a absolument rien à voir, c'est pas du tout le même. Donc, on n'a pas l'obligation d'avoir une ceinture abdominale tendue pour réussir à faire les mêmes gestes. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de venir chez moi ou de faire des tests, des exercices avec moi, qui ont pu prouver qu'effectivement, vous pouvez aller en salle de muscu et reproduire les mêmes gestes. Vous pouvez faire de la brasse, reproduire les mêmes gestes, palmer avec le ventre détendu, avec, en l'occurrence, moi j'appelle ça carrément le périnée détendu, parce que c'est la base de la ceinture abdominale. Si votre périnée est détendu, il y a des chances que votre ceinture abdominale soit relâchée et que par conséquent, vos poumons puissent vivre comme il faut. Voilà. J'insiste juste sur le fait de dire que un gainage est un réflexe que l'on a en tant que terrien, est un réflexe que l'on a dans nos habitudes et est tout à fait approprié à certaines disciplines qu'on peut pratiquer. Dans notre discipline à nous, on peut apprendre à palmer, on peut apprendre à brasser, on peut apprendre à tirer en immersion libre
sans utiliser un gainage abdominal. Pour la partie monopalme, effectivement, c'est plus compliqué. Parce qu'à un moment donné, on est obligé d'avoir un déroulé abdominal qui part, donc abdominal non, mais un déroulé qui part des épaules et qui finit au niveau des pieds. Et donc, à un moment donné, forcément, on sollicite le ventre. Et c'est donc plus difficile d'avoir le ventre détendu quand on fait un beau geste de monopalme. Heureusement, on peut se permettre, dans notre discipline, d'avoir un mauvais geste de monopalme, ce qui est le cas de 99% des pratiquants de monopalme en apnée, et donc d'avoir le pur geste magnifique d'un vrai champion monopalme. Et là, Cédric pourra nous en parler parce que je sais que c'est aussi la discipline. Et je sais, par exemple, ça t'a choqué quand je t'ai dit au départ, il fallait détendre la zone abdominale, même si on a réussi à obtenir quelques relâchements, j'ai conscience que pour avoir le geste pur en ondulation, c'est très compliqué. Je n'ai pas vraiment de réponse, à part qu'on sait qu'effectivement, comme les zones sont alternativement parlant tendues et détendues, ce que je veux dire par là, c'est que le mouvement d'ondulation va nécessiter régulièrement d'avoir une tension et une relaxation au niveau de la cage thoracique. Il est fréquent qu'un certain nombre de personnes qui pratiquent la monopalme ont moins de sensations difficiles en profondeur et en piscine parce que justement, ils ont quand même des zones détendues au moment où d'autres zones se tendent. Je ne suis pas un spécialiste, même si je n'étais pas mauvais en monopalme, donc j'expliquerai ça de cette façon-là. C'est le seul bémol que je mets parce que, effectivement, je ne peux pas vous garantir d'être complètement détendu pour ceux qui font la monopalme. Par contre, dans les autres disciplines que je maîtrise beaucoup mieux, avec certitude, on peut faire les gestes sans avoir de gainage abdominal. Et donc, du coup, avoir plus de confort pendant son apnée, moins de stress et des meilleures sensations. Voilà pourquoi est-ce que je préconise de dégainer cette ceinture-là. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Après, je vous ai dit tout ça. Dites-moi, je vous écoute. Alors oui, Pascal, sur le canard, en fait, au tout début de plongée, là, tu as quand même un gainage abdominal normalement. Est-ce que ça, tu peux le supprimer pour économiser dès le départ? Ou je sais pas, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, le changement de posture, de position est effectivement l'occasion d'avoir un gainage abdominal parce que tu es obligé de chercher des points d'équilibre. Donc, effectivement, canard, virage peuvent être des occasions où tu as une sangle abdominale qui se tend. Franchement, j'ai envie de te dire, c'est au départ, c'est au virage, que ce soit de temps en temps, ok, que ce soit permanent, pas une bonne idée. Même, par exemple, moi, quand je remonte mes bras, en brasse, d'accord, parfois, dans ce mouvement-là, quand je fais celui-là, je me retends au niveau abdominal, mais comme je le repère derrière, c'est pas grave. Ouais. Et est-ce que du coup, c'est des alternances en fait, je sais pas, même quand tu fais du palmage en bipalme notamment, est-ce que c'est des alternances de moments où tu vas solliciter la cage thoracique et de moments où tu vas te détendre en fait? Est-ce que dans un premier temps, on pourrait le vivre comme ça et après passer sur du relâchement total quand on a atteint un plus gros niveau? Alors, effectivement, on peut agir par étapes et se dire les périodes statiques sont les premiers moments où j'insiste à absolument être détendu le moment. Mais vous pouvez aussi, et ça va répondre du coup à une question de Yves là-dessus, est-ce que je peux travailler un bipalmage en étant simplement détendu du ventre? Et pour ça, je vous inviterai là, regardez, vous êtes installé dans votre fauteuil et vous avez une jambe tendue que vous levez, d'accord? A priori, si vous levez vos deux jambes, obligatoirement, vos abdominaux sont tendus, vous n'avez pas bien le choix. En revanche, si vous avez un pied posé par terre, vous pouvez sans aucun problème vous servir de l'appui de votre bassin pour lever la jambe de l'autre côté en détendant votre ventre. C'est-à-dire que je suis parfaitement capable de remonter mon diaphragme. À la caméra, c'est pas facile. Mais je peux lever une jambe sans difficulté avec mon diaphragme remonté parce que j'ai les abdominaux détendus. Et ça, parce que j'ai du coup sollicité un appui sur mon autre jambe grâce à mon dos pour chercher à faire en sorte qu'une jambe se lève, un appui se fait de l'autre côté et donc je n'ai plus besoin d'un gainage abdominal. D'accord? Donc, vous pouvez simplement vous asseoir comme ça et vous entraîner à dire, OK, est-ce que je ne peux pas simplement lever ma jambe avec le diaphragme remonté ou est-ce que je peux lever ma jambe avec le ventre détendu pour ceux qui ne savent pas détendre remonter leur diaphragme. Mais vous pouvez le faire
dans votre quotidien et sur des gestes simples. Et vous pouvez du coup chercher à le faire également en dynamique. Vous pouvez à un moment donné vous dire, tiens, je vais faire une séance avec les poumons à moitié. Alors attention, il faudra certainement ajouter votre lestage, mais où je vais remonter mon diaphragme, mais essayer de palmer avec les fesses détendues et le ventre détendu. Et ça va vous obliger à chercher un autre geste, c'est certain, mais c'est possible. Sur le virage, c'est le poids qui fait le travail. Pourquoi un gainage? Oui, alors c'est vrai, mais juste parce que tu as un changement de posture et que des fois, en changeant ta posture, et même simplement en te recroquevillant, tu peux arriver à te crisper. Alors, c'est pas forcément un gainage volontaire, c'est juste un changement de mouvement, en fait. Je réponds à Yves sur les questions sur le côté. Ouais, Jérémy, je te remercie. Alors ça, c'est parce qu'on se connaît bien, je pense que tu dis ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, il dit il vaut mieux être un peu un gras du bide pour faire de l'apnée. Alors, que ça rassure tous les gras du bide, on peut tout à fait être complètement tendu et crispé des abdominaux en étant complètement gras du bide. D'accord? Donc ça n'a aucun rapport. Euh, je m'explique dans ce sens-là que avoir une forte ceinture abdominale, dans notre cas, ne sert à rien. Avoir une bonne ceinture abdominale, c'est bien, mais ça sert à rien. Bon. Mais vous savez, j'ai envie de dire, c'est comme le cardio. Alors, j'ai une bonne discussion, par exemple, avec quelqu'un participant dans la salle qui est coach sportif, pour qui le cardio, ça peut être important dans certaines disciplines. Dans l'apnée, on dit, ouais, c'est important. Moi, je peux vous dire que je connais plein d'apnéistes, moi le premier, qui déteste le cardio, qu'on ne font jamais, mais vraiment jamais, parce qu'on n'aime pas ça. Mais par contre, si tu as un bon cardio et que tu es en bonne santé, c'est une bonne nouvelle. Bon, ben là, c'est pareil, si tu as un bon gainage, c'est une bonne nouvelle. Ça ne sert à rien, mais ça t'entretient toujours en bonne santé. C'est comme bouffer des graines. C'est bien, bouffer des graines, mais il y a plein de mecs gras du bide qui vont vous battre quand même. Parce que c'est pas un incontournable de bouffer des graines, de bouffer des steaks, des chips, de la bière, et d'être quand même parmi les meilleurs champions de la discipline. Il y en a plein comme ça, donc c'est pas des incontournables. Après, vous avez le droit d'être bien en gainage, ça ne veut pas dire qu'il doit être adapté. Ça ne veut pas dire que non plus, c'est une force que vous devez utiliser pour pratiquer votre discipline en apnée. Voire même, je considère, moi, que si vous en avez, c'est au contraire plutôt un frein. Donc, apprenez à vous déplacer sans gainage. Et ça tombe bien pour les gras du bide, parce que j'en suis un. Il y a d'autres questions en forêt de Jérémy, c'était juste pour toi. Donc, si on fait du cardio, qu'on a des abdos et qu'on mange des graines, on est dans la merde. Il y a un petit peu des attaques directes. Écoute, pour ça, je t'inviterai à regarder les résultats du championnat du monde 2016, AIDA, en équipe, où à l'époque, les vice-champions du monde, qui d'ailleurs ont fini champion du monde 2 années plus tard, non pas une connerie, c'est 2014. Bon, bref. En 2014, les vice-champions du monde de l'époque, l'équipe tchèque, avaient fait une photo où ils s'affichaient tous les trois à côté d'une autre photo des trois Russes qui ont en 2014 gagné. Et les Tchèques ont fini deuxième à ce moment-là, en sachant que les Tchèques ont fini premier en 2016, juste devant les Français. Et à ce moment-là, on en rigolait parce que les Tchèques étaient, l'équipe tchèque était composée de 2 asticots et d'une vache. C'est un peu méchant pour eux. Je le dis parce qu'ils ne comprennent pas le français, c'est facile. Mais avec certitude, les 2 premiers membres de l'équipe tchèque étaient vraiment sans musculature. Et plutôt, enfin, il y en avait un qui était quand même bien taillé, mais le deuxième, c'est pas le cas. Et le troisième, Morpheus, on appelle comme ça, lui avait plutôt une bonne quinzaine de kilos de trop. Et donc, pour moi, ça insiste sur un sujet, c'est que t'es pas dans la merde si tu manges des graines, que tu fais du cardio et que tu es en bonne santé. Je ne vois pas pourquoi tu sois dans la merde, mais en tout cas, c'est pas un incontournable aujourd'hui pour être en apnée, ça c'est une certitude. Plein d'athlètes, des Guy Brou, des mecs comme ça, ont été champions du monde, ont battu des Français, ont des médailles et pour autant ils sont très très loin, très 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 loin d'être des athlètes. Donc, D'accord. c'est pas un incontournable. Voilà. Là, on est sur un terrain sympathique. Si tu Surtout pour un prends préparateur comme toi. Molchanov, c'est pas un athlète. Euh, Non. Molchanov, c'est pas un athlète, par exemple. Bah, ça dépend. Si tu regardes ses cuisses, j'ai un peu envie de dire que si, on dirait quand même. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il soit sec, si c'est la question.
Oui, non, non, mais être sec, ne pas être sec ne veut pas dire ne pas avoir d'abdos. Voilà, d'accord. Ouais, maintenant, si tu veux, moi, j'aime bien me servir d'un exemple assez facile. Si je t'invite à regarder les 10 meilleures femmes du monde aujourd'hui, dans nos disciplines, d'accord? Puis de me dire que ces 10 meilleures femmes, leurs muscles ont fait qu'aujourd'hui, ça justifie pourquoi elles te mettent la misère. Ah bah, je C'est pense fait. que Alessia Zecchini, je pense que c'est une athlète. Elle est pas épaisse, mais elle a un physique de nana qui fait du cardio, qui fait du gainage, qui fait voilà. Euh, Alors, peut-être, je dis pas le contraire, tu vois, tu regardes les physiques de Thomas Bouchard, qui est un des meilleurs Français, de Rémi Duberle, qui est un des meilleurs Français, de Lalouche, qui est un des meilleurs Français, et on n'a aucun des trois que je viens de citer là, alors c'est que les trois des athlètes. Je suis pas en train de dire, bien sûr qu'ils ont des physiques bien travaillées, si tu veux, je suis pas en train de dire le contraire, mais en tout cas, si tu les mettrais dans une salle de sport, enfin, toi qui es prof de sport, ils impressionneraient personne, quoi. oui, Abdel, il est fort, il est puissant quand même. Mais ce que je veux dire pas, c'est qu'il n'y a pas un physique qui fait rêver un culturiste, qui fait rêver même ne serait-ce qu'un photographe qui veut faire de la mode avec, quoi. Il vaut mieux prendre un Morgan Bokis qui a un physique quand même beaucoup plus taillé que les trois que je viens de dire là, par exemple. oui, non, mais voilà, bah, par exemple, c'est un exemple, je veux dire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de physiques différents en apnée. Voilà, parce qu'on peut citer Morgan, on peut citer Guillaume, on peut citer des gens, voilà, qui ont quand même, Je peux citer avec Zettini, enfin, qui est championne à la bière et à la clope, qui te battra en soirée oui, non, mais etc. Tu vois, je veux dire. Bon, puis on bon, sait les soirées de championnat, on connaît tous, quoi, mais, euh, mais je pense que, voilà, pour revenir un petit peu sur notamment la monopalme, euh, donc moi j'ai entraîné le pôle France de nage avec palme à Antibes. Et t'as des bras musclés, tu dois faire de la muscule, Pascal. Et, euh, donc, euh, j'ai des athlètes qui n'étaient pas du tout apnéistes, d'accord, et qui ont été capables, avec 2, 3 séances d'apnée, de sortir bah, pour des jeunes filles. Alors, c'est de la piscine, hein, on reste sur de la piscine, hein, puisque c'était un pôle France piscine, mais qui ont été capables de réaliser 150 mètres avec 5 ou 6 séances d'apnée pour des jeunes filles, qui ont été capables de réaliser pour des garçons, qui ont été capables de faire 190 mètres sans problème, euh, parce qu'ils avaient une technique et une condition physique de base qui leur permettait, et ça j'insiste notamment pour la monopalme, mais je pense que c'est aussi le cas pour la bipalme, je parle que de piscine là, hein, qui leur permettait de maîtriser leur relâchement derrière. bien sûr. C'est-à-dire, Et c'est-à-dire qu'à ça, un moment donné, plus tu as la capacité, plus tu as le gainage, plus tu as aussi la capacité de maîtriser ton corps, de savoir ce que tu contractes, ce que tu décontractes. Et tu parlais notamment des muscles du dos tout à l'heure. Bon, ben, à un moment donné, les muscles du dos, quand tu vas les travailler, que ce soit à sec ou que ce soit dans la nage, tu vas forcément solliciter le gainage. Quand tu vas travailler la technique de nage, tu vas forcément solliciter le gainage. Après, c'est qu'un moyen, c'est pas une finalité en soi. Mais l'hydrodynamisme, tu vas aussi le travailler en travaillant avec ton gainage. Et après, comme alors je ne sais plus qui a fait cette intervention tout à l'heure, on va chercher à se relâcher petit à petit, effectivement. Mais moi, je mets au défi tout apnéiste qui débute en 5 ou 6 séances d'aller faire 190 mètres pour un garçon ou 150 pour une fille. Euh, je pense mais que, dans ce sens, il y a pense ce que sens-là. Il y a le sens opposé où tu as un garçon comme Guy Brou, pour ceux qui l'ont connu dans les années 2010-2011, où moi je l'ai vu en championnat du monde, qui dit lui-même qu'il ne sait pas nager. Et c'est vrai, il ne fait même pas de brasse et tout parce qu'il ne sait pas très bien nager. Il faisait la monopale parce que l'avantage c'est qu'elle avançait juste parce qu'il frétillait dessus, comme beaucoup de champions d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais comme il tenait plus de 9 minutes en apnée statique, ça lui a permis de dépasser à l'époque, je parle de 2010-2011, il était à 260-270 mètres et il avait des médailles championnats du monde. Donc, en fait, avec certitude, le physique n'est pas une clé de voûte essentielle, qu'il soit bon ou mauvais. Le
gainage, si vous en avez un hyper tendu, hyper serré, moi je connais plein d'athlètes qui, malgré tout, sont très forts derrière. Je ne suis pas en train de vous dire, si vous avez des abdominaux tendus du début à la fin, vous ne pourrez pas faire d'apnée. C'est pas possible. Je veux dire, si vous regardez un jour, tiens, il y a des jolis personnages comme Stéphane Toureau ou comme Arnaud Gérald, ou même comme Olivier Élu, qui sont de la fête, qui ont une sangle abdominale qui est bien tenue du début à la fin, et ça ne les empêche pas d'être sur les podiums mondiaux. Donc, en aucun cas, je vous dirais, les gars, faites pas le gainage, parce que sinon, c'est impossible de faire de l'apnée. C'est pas le cas. Mais par contre, c'est loin d'être un incontournable, et voire même dans l'approche d'une apnée plus confortable, de perdre le gainage est un atout. J'ai une question qui m'est posée à côté, qui me dit est-ce que ces muscles sont plus gros, est-ce qu'ils consomment plus d'oxygène? J'ai envie de dire, bah écoute, techniquement oui. Est-ce que pour autant, ils n'ont pas du coup besoin de moins d'énergie pour faire le même mouvement? C'est possible aussi. Et puis, est-ce que finalement, on est vraiment en dette d'oxygène quand on sort de son apnée? Beaucoup parmi vous sortent de leur apnée sans être en dette d'oxygène, avec une très forte envie d'esquier, avec une très forte vasoconstriction qui font que ça patine de tous les côtés. Mais si je devais mesurer votre dette d'oxygène, elle n'est pas problématique. Donc, même si vous avez des muscles qui surpotonnent, c'est pas très grave. Et quand on regarde aujourd'hui des athlètes comme Molchanov par exemple, avec les cuisses de rugbyman, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise idée, sachant que le mec fait les médailles qu'il a, quoi. Donc, la clé de se dire, est-ce qu'il vaut mieux être fin, athlétique, à des modèles est-ce qu'il vaut mieux être costaud? Bon, franchement, ce qu'il vaut mieux, c'est prendre plaisir et puis faire ce qu'on aime faire. Vous allez faire de la muscu, ben, par exemple, pour faire la muscu, vous n'aimez pas faire du cardio. Donc, justement, pour ne pas faire de cardio, c'est mon cas, vous aimez faire du cardio, faites du cardio. Mais par contre, avec certitude, pour du confort, il vaut mieux laisser ses poumons tranquilles. Et c'est quand même plus facile de relâcher son ventre que de relâcher les muscles de son dos pour permettre aux poumons de vivre plus facilement. Hugo me demandait, peux-tu approfondir les méthodes? Moi, j'ai une question. Alors, juste après, si tu veux bien, il y a une question que je vais poser, peux-tu approfondir les méthodes sur le Oui, relâchement? j'avais une question aussi par la suite. Eh bien, ça tombe très bien. Je vous laisserai intervenir, pas de souci. Donc, les méthodes sur le relâchement, le problème, c'est que je vais vous faire une remarque con, c'est que la première des bases, c'est de chercher à vouloir être détendu. C'est-à-dire que, par exemple, très souvent, notamment quand on cherche à faire un geste, on est tellement concentré sur le fait de faire le geste à question, que ce soit par exemple juste soulever une haltère, qu'on oublie que quand je fais ça, je peux avoir les fesses crispées, les chevilles crispées, l'épaule opposée qui est tendue, la mâchoire qui est crispée, le front qui est tendu. Bon, ben, ça ne sert à rien. Pour autant, j'ai juste cherché à lever un poids. Travailler son relâchement, c'est uniquement partir du principe que vous devez dissocier le fait que vous êtes en train d'utiliser une zone musculaire, comme par exemple lever votre bras, et apprendre à détendre toutes les autres zones du corps. Dos, fesses, mâchoire, front, cheville, doigts des mains, périnée, etc. C'est uniquement avec des exercices comme cela que vous commencerez à connecter ce que Cédric pouvait expliquer tout à l'heure par le fait qu'un athlète expérimenté a une très bonne connaissance de son corps. Il est capable de dire je tends et je détends quasiment individuellement chacun de ses muscles dans un effort. Eh bien, ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire quand on n'est pas athlète, quand on est apnéiste, loisir. Et c'est une clé de voûte essentielle au travail, parce que moins vous aurez de muscles tendus, moins vous consommerez d'oxygène, ça paraît évident, mais surtout plus vous aurez de confort. Et si vous avez plus de confort, globalement, vous aurez envie d'aller plus loin dans vos apnées. D'accord? Donc, apprendre à chercher à détendre des muscles qui servent à rien, c'est essentiel. Est-ce que je peux avoir la question? Alors, du coup, il y en a deux qui ont parlé, je ne sais pas si c'est qui. Patrick. Patrick, vas-y, on t'écoute. Oui. Alors, moi, j'ai une question pour revenir sur le sujet. Comment le diaphragme peut remonter sans contraction abdominale? Parce que tu disais, il n'y a pas de contraction, il faut qu'il n'y ait pas de contraction abdominale pour que le diaphragme puisse remonter. Et moi, j'ai toujours appris que physiologiquement, lorsqu'on inspire, le diaphragme, qui est un muscle plat, descend, il repousse les viscères vers l'avant, et c'est pour ça que le ventre se gonfle. Et quand on veut faire remonter le diaphragme, il faut contracter les abdominaux, les viscères retrouvent leur place, et il faut remonter les coupoles diaphragmatiques. Pour moi, a priori, hein, mais c'est une question, c'est peut-être une technique d'expert d'apnéiste, mais a priori, si on ne contracte pas les abdominaux, jamais le diaphragme ne remonte comme il faut. Alors, je t'inviterai à approfondir le sujet. Je vais donner juste une réponse un petit peu rapide.
parce que c'est juste parce que c'est pas le sujet de l'instant, leur montée de diaphragme, mais par montée de diaphragme, on peut l'écraser, effectivement, comme tu l'as dit là, en serrant les abdominaux qui vont venir écraser les viscères et donc on monte le diaphragme. Mais ce n'est pas comme ça qu'on remonte le diaphragme. Son diaphragme, on le remonte par un phénomène d'aspiration, c'est-à-dire qu'on le remonte parce qu'on a vidé l'air dans ses poumons, on a relâché la cingle abdominale et telle une seringue, on a gonflé la partie haute de la poitrine. Et comme on a gonflé la partie haute de la poitrine, ça a sucé le diaphragme comme une seringue, parce qu'elle gonfle son volume au-dessus, vient sucer la partie qui est en dessous. Donc, tous ceux qui remontent le diaphragme de façon adaptée, exercices de yoga ou en tout cas exercices liés à l'apnée, etc., sont forcément poumons vides, ou presque vides, d'accord, sont forcément, en l'occurrence pour les détails techniques, glotte fermée, et ils gonflent la poitrine, ce qui par phénomène d'aspiration vient te remonter le diaphragme. Pas parce que tu pousses, parce que tu viens écraser tes abdominaux, mais parce que tu crées un vide intérieur qui fait que ton diaphragme me remonte. Donc c'est pour ça que ton diaphragme me remonte, pas parce que tes abdominaux sont serrés, donc pas parce que ton gainage est en place, mais uniquement parce que tu as pu aspirer ton diaphragme par un geste de seringue que tu fais avec ta poitrine. C'est-à-dire que tu vides les poumons, tu détends le ventre et tu remontes ta poitrine. Et donc du coup, naturellement, ça vient t'aspirer ton diaphragme comme le ferait une seringue. Voilà pour la question à Patrick. D'accord, sans avoir expiré, alors, sans avoir expiré de l'air. C'est mieux d'avoir expiré parce que tu sais, c'est comme une seringue, il vaut mieux qu'elle soit vide pour pouvoir la remonter. Donc je te confirme que c'est préférable que tu aies expiré au départ. Ok, merci pour la réponse. T'en prie. D'autres questions? Bonjour Pascal, Bonjour Benjamin. je suis tout débutant en apnée de cette année, enfin de 2019-2020. Et avant, je faisais énormément de sport qui consistait à avoir beaucoup de gainage. Et je me rends compte que, de ce que disait Cédric, en tant que débutant, d'être fortement gainé ou musclé m'handicape énormément sur la pratique de l'apnée. Ouais. En termes de détente musculaire, d'un point de vue viscéral aussi, il me faut énormément de concentration pour avoir un relâchement musculaire. Et Alors. ça m'handicape, je pense, au niveau de la compensation, surtout au niveau du statique, mais moins en dynamique. Est-ce que je peux faire une petite intervention? Vas-y Cédric. Oui. Donc, en fait, quel est le sport, par exemple, où il y a l'un des sports où il y a le plus de gainage? Alors, il y en a un qui fait ça à La la natation. La gymnastique. D'accord? Ouais. C'est l'un des sports où les gens sont le plus gainés. Mais c'est aussi l'un des sports où les gens sont le plus souples. Ouais. D'accord? Et en fait, la problématique, c'est quand on développe une partie exclusivement, donc là, je ne sais pas quel est le sport qui était pratiqué au préalable, le problème, c'est que on a tendance à se contenter de ses acquis aussi. Donc là, si tu étais vraiment gainé dans ton sport avant, si tu as un gros gainage, etc., c'est pas forcément le fait d'avoir du gainage qui va poser problème, c'est le fait de pas réussir à le relâcher pour l'instant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, sachant que j'ai une souplesse qui est très médiocre. Une souplesse musculaire, tendineuse et ligamentaire sur tout le reste du corps. Donc forcément, il y a deux choses qui pètent. Je vais rebondir et je vais aller dans le sens de Cédric. Dans la continuité, pardon, de Cédric. Moi, j'ai eu pas mal de gens plutôt bodybuildés qui sont venus me voir et qui me tenaient un peu le même discours que toi, qui est de dire attends, j'ai tellement l'habitude d'être tendu que du coup, c'est un problème avec l'apnée. J'ai envie de dire, la difficulté pour moi, elle est pas vue comme ça. Ce que je me rends compte, c'est que quelqu'un qui a beaucoup travaillé son corps, qui a travaillé son corps beaucoup en tension pendant sa pratique, que ce soit quelqu'un de bodybuildé ou quelqu'un qui, par exemple, effectivement, dans sa pratique, avait l'habitude de dire il faut que, par exemple, je tienne mon gainage dans le cadre de l'activité sportive que j'ai. Cette personne-là a du coup l'habitude de dialoguer avec son corps en contraction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est plutôt concentré à dire ok, je sais tendre quelque chose. Et parce qu'il sait tendre quelque chose, il est devenu fort dans sa discipline et éventuellement, il a opté même pour devenir bodybuildé. La difficulté, c'est que du coup, il est très fort là-dedans et que c'est tellement
très fort que c'est même devenu tellement facile que du coup, il ne sait même pas se poser de questions. Il tend comme ça, parce qu'il le désire. Ça veut dire une chose, c'est qu'il sait naturellement dialoguer avec la tension, mais en oubliant que de toute façon, toute tension a forcément pour conséquence un relâchement. Je m'explique dans le sens que vous ne pouvez pas chercher à forcer avec le biceps si quelque part une partie de votre cerveau ne dit pas au triceps de relâcher. D'accord? Parce que, obligatoirement, chaque muscle a un antagoniste. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on a l'habitude de travailler en force sur un muscle, ce qu'on oublie, c'est qu'on a le réflexe de détendre le muscle opposé. Mais c'est surtout que du coup, on a pris l'habitude, en termes d'information qu'on envoie à son corps, de dire OK, tends-toi. C'est un avantage énorme puisqu'on a l'habitude d'envoyer une information à son muscle. L'inconvénient, c'est qu'on a l'habitude d'envoyer une information à son muscle qu'en tension. Et qu'il faut apprendre à réutiliser ce même canal et de dire OK, maintenant, je vais essayer de t'utiliser, non pas seulement pour te tendre, mais aussi pour te détendre. Et quelqu'un qui a une grosse expérience sportive a ce canal-là beaucoup plus développé que quelqu'un qui n'a pas d'expérience sportive. Mais par contre, il a éventuellement l'inconvénient qu'il va être obligé de réapprendre à lui dire détends-toi. Et c'est là que je rejoins aussi Cédric dans mon parcours, qui est de dire attention, parce que du coup, c'est un réapprentissage que de dire je dois apprendre à dire à mon muscle de se détendre. Mais ton muscle lui-même, il sait se détendre. Parce qu'il sait se détendre pour laisser l'antagoniste, qui lui aussi est très fort, se développer. Donc obligatoirement, ton muscle, il sait faire. Celui qui ne sait pas faire, souvent, c'est sa volonté. C'est son information qu'on envoie. Et puis, on a tendance, voilà, on a aussi tendance à se servir, si vous avez des cuisses super fortes, et ben vous aurez tendance à travailler fort sur les cuisses. Voilà. Moi, je vais juste citer l'exemple d'un athlète, tu me permets, Pascal, hein, Je suis en train de lire les informations, comme ça je dirai pas à côté. D'accord. J'ai eu un athlète qui était en équipe de France, donc toujours de la nage avec palme, qui faisait du 50 apnée. Et c'était quelqu'un qui était très très fort, très très fort en gainage, très très voilà. Et en fait, là on parle sur des gens qui font moins de 15 secondes aux 50 mètres apnée, donc on est sur de la finale européenne. En fait, il n'arrivait pas, il confondait vitesse et précipitation, c'est-à-dire qu'il était tellement fort que derrière, il était trop en fréquence dans sa nage. Et le fait de lui faire faire, par exemple, 20 secondes d'apnée statique avant de partir à l'entraînement, bah, ça lui permettait de se relâcher et de se positionner avec le tempo qu'il fallait. Voilà. Donc, c'est vraiment, si vous avez des grosses qualités, cherchez à harmoniser le tout, je pense. C'est-à-dire que euh, si vous êtes que sur du cardio, eh ben, à un moment donné, vous serez limité. Si vous êtes que sur du yoga, à un moment donné, vous serez limité aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il c'est important de se centrer vraiment sur les facteurs de la performance et d'harmoniser autour en fonction de chacun de son passif, parce qu'on est encore dans une discipline jeune et qu'on fait pas forcément, on n'est pas sur une génération où les gens vont être formés à être apnéistes dès tout petit. Voilà ce que j'avais à en dire. Et je vais rajouter en disant que ceux qui disent qu'est-ce qui se passe parce que j'ai envie de pisser, etc., je vous réponds, eh ben oui, clairement, c'est lié. Alors d'abord, a priori, c'est un réflexe, c'est-à-dire que l'apnée serait diurétique. Ça stimule l'envie de pisser. Et en plus, si vous voulez apprendre à être détendu du ventre, la clé, c'est d'être relâché du périnée. Et donc, si vous êtes relâché du périnée, forcément, vous avez envie de pisser. Est-ce que vous pouvez avoir envie de pisser et être détendu du périnée et être détendu du ventre? En général, c'est pas compatible. C'est pour ça qu'il faut savoir accepter que bah, soit vous avez une pissette, comme a dit Philippe au-dessus, soit vous pissez dans votre combi. Et ça, c'est un peu incontournable. Et celui qui dit qu'il ne le fait pas, ben, il continue à le dire, mais a priori, souvent, il le fait. Et si il le fait, il y a des chances que ce soit mieux que s'il ne le fait pas. Garder son envie de pisser, il n'y a rien de plus horrible. Donc après, derrière, si vous êtes chez un avec les copains, vous pouvez sortir de l'eau, sacrifier quelques minutes de votre pratique pour ça. Moi, sur une séance, je pisse en moyenne entre 6 et 10 fois. Donc si je devais sortir à chaque fois, je ne pourrais pas. Donc non, clairement, oui, je confirme, moi, je fais partie de ceux qui ont une pissette pour la mer et qui pissent dans leur combinaison en piscine. Voilà, je l'avoue. Hein? Ta prostate, ça va? La prostate, elle va bien.
Mais oui, c'est assez incontournable avec ça. L'envie de pisser va avec. D'autres questions? Non, il n'y a personne qui parle. Juste pour dire que ce que disait Cédric est est en adéquation avec ce que tu disais aussi, est très intéressant parce que ça arrive à mettre un mot sur pas mal de sensations au final, l'envie de pisser, la contraction musculaire, etc. Cédric a raison, tant que tu bosses une chose et pas l'autre, au final, tu n'arriveras jamais à trouver un équilibre comme les muscles antagonistes et agonistes et antagonistes au final. C'est pour ça, moi je dis, écoutez, faites du sport si vous voulez, mais buvez des bières et profitez de la vie aussi quand même. Mangez des graines si vous voulez, mais surtout faites en sorte de vous faire plaisir, de bons repas de temps en temps. Ayez une vie d'ascète si vous voulez de temps en temps, mais faites la fête aussi. Et puis faites-vous surtout plaisir. Jamal est en train de tomber par terre, je crois, j'ai dit une connerie. Hein? Tu es en train de tomber par terre, il y a plein de bruit qui venait de chez toi là. Non, non, c'est des gamins, c'est rien. Non, mais Faites-vous moi, plaisir. je voulais valider le fait que la position sur le périnée, quoi. Moi, je me suis habitué en relâchant le périnée, tu gagnais énormément, quoi. Donc, on avait vu ça déjà en stage fausse. Ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de contracter et je voyais que j'étais pas relâché. Et puis, une journée de fausse, le relâchement a tout changé, quoi. Moi, je vous invite à faire une expérience, pour ceux qui ont un doute là-dessus. C'est à un moment donné, serrez fort vos abdos, serrez fort vos fesses, serrez fort votre périnée. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est inconfortable. C'est même souvent la source d'une tension générale du corps. Vous n'avez pas besoin d'être en apnée, vous n'avez même pas besoin de faire ça très longtemps. Juste un moment de ça, vous tendez, vous serrez ça très fort et vous essayez de tenir quelques secondes et vous allez vous rendre compte que si vous devez faire de l'apnée avec ce paramètre-là, il y a des gens, quand je vais vous dire, mais relâche-toi quand tu as des contractions parce que sinon ça va être horrible, et ben ça devient horrible, réellement. Donc, bah ouais, faut se détendre du cul. Pascal, une petite question sur justement sur le relâchement pendant les contractions. Ouais. Comment on peut arriver en fait à essayer d'être relâché totalement pendant qu'on a des contractions et que bon, ça monte à la glotte, on est un peu là avec un trop plein, une impression de Pour moi, il y a deux phases, il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser un copain. Ce que je veux dire par là, c'est notamment quand on est en apnée statique, quand on a des contractions, quand on a du mal à gérer, ne pas hésiter à avoir quelqu'un à côté qui vous masse, qui vient vous masser les épaules, qui vient vous bouger la nuque, qui vient vous masser au niveau du ventre. D'accord? Des endroits que vous êtes persuadé d'être détendu et dont a priori c'est pas le cas. Et voire même des bons massages au niveau du ventre aident vraiment à faire disparaître au moins 30% de vos contractions diaphragmatiques liées à l'envie de respirer. C'est assez surprenant, je le fais moi sur des stages, même en quelques minutes comme ça, je le fais constater à des gens. Et un bon massage à cet endroit-là, bah, ça fait qu'ils croient que la contraction va arriver, elle va être désagréable, et finalement elle est vachement plus agréable. Donc la première des choses, c'est utiliser quelqu'un qui va venir vous masser. Et la deuxième solution, c'est ne pas hésiter, pendant que vous faites vos apnées, à faire des changements de posture, des changements de position et des autotests pour vérifier ce qu'il en est. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas hésiter même en apnée statique à dire OK, allez, je me tends et je me relâche. Et en apnée dynamique, à palmer, par exemple, les mains sur le ventre comme ça et dire allez, je vais palmer et me relâcher. J'ai envie de respirer, et ben je vais me masser là pour faire force là. Est-ce que je suis détendu de la nuque? Eh bien, j'en sais rien, mais je vais faire des petits mouvements de tête pour vérifier ce qu'il en est. Je vais faire des petits mouvements de mâchoire pour m'assurer d'être détendu de ma mâchoire. Je vais essayer de jouer avec ma langue dans ma bouche pour essayer de m'assurer que je ne suis pas crispé au niveau de mon cou. Faites des gestes dans votre protocole pour vous assurer de savoir si vous êtes tendu. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que de dire attends, je crispe, je relâche. Ah ouais, c'est bon, je suis relâché, je suis sûr. Et là, ouais, c'est bon, je suis détendu. Et si je fais ça, ouais, je sens que ça vibre, je suis détendu. C'est un bon moyen de se détourner de la certitude qu'on a d'être détendu alors qu'en fait, on ne l'est pas. Alors, j'ai une question. Je vais la rendre publique, Jérémy, hein, parce qu'elle me fait bien rire.
Bon, alors du coup, c'est quoi ton training? Pas trop d'abdos, de cardio, des apéros oursins? Sérieusement, est-ce que 100% mer et piscine plus relaxation plus stretching ou autre pascaline secret? Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tous des forces et des faiblesses qui sont complètement différents. Quand on fait des stages et quand on programme des résultats, des programmes individuels sur des gens, on s'inspire de plus de 13 familles différentes pour déterminer si on a des points forts et des points faibles dans chacune de ces familles-là. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas utile d'être fort en tout pour être bon en apnée. On le voit, il y a des athlètes qui ont des gros muscles, d'autres pas, il y en a qui ont une bonne santé, d'autres pas, il y en a qui ont une belle technique, d'autres pas, il y en a qui… Bon, on ne peut pas dire, quand vous regardez un podium aujourd'hui, quand vous regardez les performances des 10 meilleurs, qu'il y a une copie stéréotypée, que les 10 meilleurs ressemblent à ce format-là. Et on voit même d'ailleurs dans certaines disciplines, même très bien établies comme la natation, et Cédric pourra nous confirmer, qu'on voit encore des profils et des personnages qui ont des pratiques et des techniques différentes qui arrivent à surplomber les autres alors qu'ils s'inspiraient de techniques d'apprentissage connues chez tout le monde. Donc ça veut dire que pour moi, on ne peut pas partir du principe qu'il y a une espèce de recette miracle. Je suis persuadé que si vous faites du cardio, c'est bien pour vous et que vous pouvez continuer comme repère pour faire de l'apnée. Je suis persuadé que si vous aimez bien faire la muscu, ça peut être bien là-dessus. Donc, par exemple, essayez de copier un garçon comme notre Toulousain qui est champion de la muscu et de la gym et qui aujourd'hui éclate tout le monde en piscine. Est-ce que c'est une clé de voûte quand finalement d'autres sont tout mous et arrivent à avoir des performances très proches de la sienne? Enfin, il est en train de prendre le dessus quand même, mais avec certitude, changer sa nature est une mauvaise idée. Si vous n'avez pas le cardio, ne cherchez pas à vous dire je dois faire du cardio pour faire de l'apnée. Si vous n'avez pas la muscu, ne cherchez pas à faire de la muscu pour faire de l'apnée. Si vous n'en avez rien à foutre de la technique, parce que c'est un truc, tant que vous avancez, ça va très bien, faites-vous pas chier avec la technique. Pour moi, la clé numéro 1 de progression, c'est que vous ayez envie de vous faire plaisir. Et donc, faites-le avec des domaines dans lesquels vous aimez être bien. Corrigez véritablement les points faibles qui sont très fortement problématiques, parce que certains, ça peut être le cas, mais sans en faire pour autant une obligation. Il y a des points faibles qui aujourd'hui sont des véritables freins. Je rejoins que la capacité d'écouter son corps pour le détendre, c'est un point faible qu'il faut à un moment donné apprendre à résoudre parce que c'est un incontournable de votre discipline. Pour moi, c'est difficile de concevoir une progression en apnée sans passer par une phase d'écoute de son corps. Donc, si c'est un point faible, vous devez travailler. Mais par contre, le reste, c'est pas du tout des incontournables. Il n'y en a aucun, je dis, même les techniques de nage, il y a plein de mecs qui nagent mal et pour autant qui sont très forts. Donc c'est bien d'avoir une bonne technique, mais c'est pas un incontournable. Parce qu'avec certitude, je connais par contre plein de mecs qui nagent très très bien et qui sont pas forts du tout. Donc c'est pas des incontournables. C'est pas une obligation. Moi, ma technique à moi, c'est enjoy and relax. Après, je reconnais que j'aime bien savoir ce que je fais et avoir une bonne maîtrise technique. Mais parce que là, j'ai toujours été comme ça. Donc, ça m'a donné, c'était une force, etc. Mais ouais, enjoy and relax, c'est la technique chez nous. D'autres questions? Ou est-ce qu'on arrête là? Une dernière question sur ce que, pour rebondir un peu sur ce que tu disais. Moi, par exemple, honnêtement, je n'aime pas du tout l'apnée statique. Je me fais chier en fait. Voilà, j'arrive pas à faire une perf. Je suis jamais allé jusqu'à mon max parce que je me fais chier et je sors avant. Est-ce que c'est nécessaire à un moment d'aller sur du statique pour être performant dans la profondeur? Alors, c'est un outil. C'est un outil parce que le statique a l'avantage d'une chose, c'est qu'il t'aide à consciemment travailler la relaxation de ton corps et il t'aide à confortablement pouvoir explorer certaines sensations d'envie de respirer, de vasoconstriction et autres. Donc, c'est un outil. Est-ce que tu as besoin d'être fort en statique? Non. Est-ce que tu peux te servir de l'apnée statique pour apprendre des choses? Oui.
Est-ce que c'est un incontournable? Non. Donc, si tu n'aimes vraiment pas ça, franchement, vas-y pas. Par contre, est-ce que tu ne peux pas te servir de temps en temps d'une séance d'apnée statique pour travailler un sujet spécifique qui n'est pas forcément battre un temps, battre une table ou un truc comme ça, mais est-ce que ça peut pas être quand même l'occasion de travailler certains sujets comme l'envie de respirer dans la relaxation? Est-ce que ça peut pas être l'occasion de travailler le relâchement en apnée, c'est-à-dire de travailler que des apnées sans rentrer en aucun cas dans une phase difficile, être que dans du facile, mais par contre faire en sorte que dans ce facile-là, tu sois vraiment, vraiment, vraiment hyper détendu, hyper bien. Ça peut être un excellent outil. Alors, ouais, je comprends ce que tu dis et tout, et je suis d'accord. Mais tu vois, même en essayant de travailler avec des mind games, avec plein de choses comme ça pour justement aller sur les envies de respirer et tout, ben, tu vois, sur des mind games, je sais pas, je m'imagine rentrer dans une pièce, monter les escaliers, faire une recette de cuisine, n'importe quoi. Et j'arrive, en fait, il y a toujours un moment où mon cerveau, il se dit, putain, c'est bon, quoi, fais chier, bouge, fais quelque chose. Et c'est là, en fait, où je stoppe l'apnée et j'arrive pas à aller chercher les sensations, justement, que j'ai en profondeur j'ai plus d'air, j'ai vraiment des grosses contractions et essayer, justement, d'aller vers ces sensations-là. Attends qu'on peut voir parce que tu peux plus parler. Ah, c'est bon, Ah, c'est bon, là. on t'a retrouvé. Vas-y, parle. Bah non, on l'a perdu. Là. Ouais, Pascal, regarde bien, tu as dû couper ton micro en fait sur le bordel là. Tu as des petits icônes en bas. Tu m'entends ou pas là? Regarde, tu as dû couper ton micro, je pense. Essaie tu as des petits icônes, je crois que c'est en haut à droite. Bon. Ah, ça doit être la bonne passante. Bon, bah, salut Pascal, tu nous entends? Ciao. C'est pourquoi? Non. C'est pour avoir des questions que vous envoyez, c'est ça? Ouais. Bon, là, on t'a entendu, Pascal, là. Hein. Ah bon? C'est revenu? Ah bah oui, tiens, oui, là, on t'entend. Bon. En tout cas, on s'est compris, je sais pas ce qui s'est passé. Je vous salue tous. N'hésitez pas, si on a quand même fait le tour de cette question-là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez vu que je peux dire que c'est facile. Ça fait plaisir à vous revoir à l'occasion. Et à tous, à très bientôt. Merci Pascal, salut. Merci beaucoup, à bientôt. Salut tout le monde, c'est un plaisir. Salut Pascal, merci. Salut Pascal. Merci Pascal. Merci Pascal, ciao, ciao. Merci Pascal.